Alors, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette rencontre d'information sur la révision du programme d'études éthiques et culture religieuse pour le primaire et le secondaire. Alors, bienvenue à tous. D'entrée de jeu, je vous informe que cette rencontre est enregistrée puisque certains participants ne pouvaient pas se joindre à nous aujourd'hui, faute de personnel pour les remplacer dans leur classe. On comprend dans le contexte actuel et on a eu plusieurs demandes à l'effet de rendre disponible l'enregistrement de la rencontre. Comme notre souhait, c'est que le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir la même information, on a donc fait le choix d'enregistrer la rencontre. Nous la rendrons disponible une fois la session terminée. Donc, comme elle est enregistrée, cette rencontre, on va vous demander de garder vos caméras et micros fermés pendant la durée de la séance d'information. On va se garder une période à la toute fin pour les gens qui sont en ligne avec nous. Donc, une période pendant laquelle on va arrêter l'enregistrement et on va prendre le temps de répondre à vos questions. Pour ceux et celles qui nous écoutent en différé, donc qui écoutent l'enregistrement, vous aurez en cours de présentation une adresse électronique qui vous sera donnée pour nous rejoindre, les membres de l'équipe. Et vous pourrez donc nous adresser directement vos questions parce que même si vous nous écoutez en différé, évidemment, on souhaite pouvoir répondre à vos questions. Sachez également qu'un document questions-réponses sera produit et rendu disponible au même moment où on rendra l'enregistrement disponible. Par respect, donc, pour les gens qui présentent aujourd'hui, merci aussi de ne pas enregistrer votre écran et, s'il vous plaît, de ne pas faire de capture d'écran, s'il vous plaît. Alors voilà, ce petit message d'intérêt étant fait, allons-y maintenant avec notre plan de la rencontre. Donc, je ne vous ferai pas évidemment la lecture de ce que vous voyez à l'écran. Vous êtes assurément capable de le faire. D'ailleurs, il y a certains de ces points-là qui vous ont déjà été communiqués dans la description de la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est plusieurs points qu'on veut vous partager. C'est très informatif, il y aura très peu d'interaction, on s'en excuse d'avance, mais en même temps, on veut vraiment là, que vous ayez l'information la plus à jour possible. Sachez aussi que vous êtes nombreux sur l'ensemble des séances à vous être inscrits. Et vous êtes d'horizons souvent variés, donc avec une intention d'écoute différente. On a des enseignants, on a des conseillers pédagogiques, on a des membres de direction d'école, on a des professeurs en formation initiale, des étudiants en formation initiale, on a des répondants de toutes sortes de dossiers, notamment les dossiers en éducation à la sexualité, on a des membres de différentes directions du ministère aussi. Donc, vous voyez que vous êtes un public qui provenait d'horizons différents. Donc, nécessairement, là, nous, on essaie de répondre à chacun et à tous, mais il se peut qu'il y ait certaines parties de la présentation qui répondent davantage à vos besoins et intérêts que d'autres parties. Donc, on vous remercie de votre compréhension et de votre patience tout au long de cette présentation qui devrait durer environ 1 heure avant donc la période de questions. S'il y a peut-être une chose à retenir à travers tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on veut vraiment ouvrir le canal de communication avec vous, les gens du réseau. On veut se rendre disponible pour vous. D'abord en vous informant, mais aussi, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir une adresse courriel pour nous rejoindre. On va vous donner différents moyens pour vous garder informés. Donc, c'est vraiment l'objectif ultime pour l'équipe de la direction de la formation générale des jeunes, c'est vraiment cette ouverture du canal de communication avec vous tous. Donc, on va se présenter. Je parle depuis tout à l'heure, les gens ne savent pas qui je suis, mais on va se présenter, donc chacun notre tour, les membres de l'équipe de la direction de la formation générale des jeunes. Mais juste avant, je voulais vous préciser que la direction de la formation générale des jeunes, c'est une boîte dans le vaste ensemble que représente le ministère de l'Éducation. Et cette boîte, la DFGJ, elle a pour mandat l'écriture et le suivi de la mise en œuvre des programmes d'études et du programme de formation de l'École québécoise. Bon, évidemment, on n'écrit pas et on ne révise pas un programme à chaque année, quoique dans les dernières années, il y a eu quand même plusieurs programmes qui ont été mis sur le métier, mais n'empêche, donc, notre mandat principal, c'est l'accompagnement du réseau au regard de la mise en œuvre et de la transposition en classe des prescriptions ministérielles. Donc, on œuvre vraiment au programme d'études. Et puis, au fur et à mesure de la rencontre, vous allez entendre des noms de d'autres directions, donc d'autres boîtes du ministère de l'Éducation avec lesquelles on collabore dans nos différents travaux.
Mais avant, mes chers collègues vont se présenter. Je laisse donc la parole à Karine. Bien, bonjour tout le monde, très heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Mon nom donc est Karine Beaulieu. Je suis, on pourrait dire, le bébé de l'équipe de révision puisqu'il y a plus ou moins un mois, j'étais en classe en train d'enseigner ECR avec tout ce que ça implique, lunettes, masques, désinfection, etc. Sinon, j'en serais cette année à ma 20e année d'enseignement. Euh, en ECR. Donc, ça fait, ben, c'est pas vrai. 20e année d'enseignement, dont 12 ans en ECR, en 4e et 5e secondaire. J'ai participé en 2008 lors de l'implantation du programme à la formation des enseignants primaires et secondaires pour mon centre de service, qui est le centre de service scolaire des Premières Seigneuries. Sinon, depuis, je m'occupe de la formation continue des enseignants, surtout au secondaire, en collaboration avec mon conseiller pédagogique. Donc, je cède la parole à Laurence. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis Laurence Lamontagne. Je vois dans les noms des participants certaines personnes avec qui je suis déjà, en fait, avec qui j'ai déjà eu des contacts de par les formations que j'ai offertes ou par les formations que j'ai suivies et aussi par mon implication passée au sein de l'Association québécoise en éthique et culture religieuse. Donc, j'en serai cette année à ma 10e année d'enseignement au secondaire dans la grande région de Montréal. Donc, j'enseigne au premier et au deuxième cycle. Et je suis spécifiquement formée en enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, c'est-à-dire que je fais partie des premières cohortes de l'université d'étudiants à avoir fait le bac en enseignement de l'ECR. Et en fait, je fais partie de l'équipe ministérielle depuis novembre dernier, donc depuis un an maintenant. Alors, Vincent? Oui, bonjour tout le monde. Vincent Lombard. Moi aussi, je me suis joint à l'équipe il n'y a pas très longtemps. C'était au mois de septembre dernier. Donc, moi, au mois de mars, avril, mai, juin dernier, j'étais en classe, en train de m'en sortir avec la plateforme de Google et l'enseignement à distance, comme plusieurs d'entre vous. Et donc, je me suis moi aussi joint à l'équipe, donc il n'y a vraiment pas très longtemps. Vous voyez que je suis le fier représentant du primaire dans cette équipe. Et puis, donc, ça me fait hyper plaisir aussi de passer la vision de ce que ça représente comme univers, le primaire dans cette équipe-là. Puis ça me tient à cœur. Donc, je suis là vraiment là pour représenter tout cet univers-là aussi. Mais vous allez voir que je suis vraiment pas le seul pour vous représenter. Vous verrez ça dans la suite de la rencontre. Donc, d'ici là, ben, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis très content d'être avec vous. On continue, Marie-Noël. Oui, merci. Alors, oui, merci Karine, Laurence et Vincent. Vincent oublie toujours de dire qu'il est le fier représentant aussi de la jante masculine. Donc, voilà, très important quand même dans l'équipe. Pour ma part, Marie-Noëlle Corriveau-Tendlen, je suis la responsable du programme d'éthique et culture religieuse au ministère de l'Éducation, donc à la direction de la formation générale des jeunes, la DFGJ. Je suis une enseignante, j'ai de formation et j'ai pratiqué. Dans le fond, j'étais en classe pendant une dizaine d'années dans une école secondaire de la région de Québec. J'en suis pour ma part à ma 5e année, donc je la débute cette 5e année au ministère de l'Éducation à titre de responsable de programme, mais j'ai pris en charge le dossier de l'éthique et culture religieuse il y a seulement un an, donc à peu près en même temps que Laurence. Nous sommes arrivés toutes les deux à peu près simultanément sur le dossier de la révision d'éthique et culture religieuse. Donc, une jeune équipe, mais quand même forte de diverses expériences. Et pour ma part, ben, quand je suis arrivée au ministère, j'étais responsable finalement d'une équipe qui était aussi en travaux sur un programme d'études. Donc, j'étais en univers social avec Histoire Québec-Canada. Donc voilà, avant d'aller plus loin, je m'en voudrais de passer sous silence que le fait que notre équipe, nous quatre, dans le fond, nous sommes largement épaulés par l'équipe du récit du développement de la personne. Vous les connaissez, Annie, Marjorie, Alexandre, mais aussi Benoît qui est avec nous cet après-midi et Marie-Soleil également. Donc, pour diverses questions, on collabore vraiment bien et beaucoup avec l'équipe du récit du développement de la personne. Donc, je tiens à les saluer et à les remercier déjà d'entrée de jeu. Également, je ne peux pas passer sous silence toute la collaboration qu'on a, je vous le disais tout à l'heure, avec différents professionnels de d'autres directions du ministère. Donc, notamment la direction de l'évaluation des apprentissages avec qui on va travailler évidemment en étroite collaboration
sur le dossier qui nous occupe, mais avec qui on collabore régulièrement. Les gens des ressources didactiques et pédago-numériques, les gens des relations avec les Premières Nations et les Inuits, les gens du réseau de soutien, pas du réseau, pardon, mais de la direction du soutien au réseau éducatif anglophone, la direction de l'enseignement privé, bref, plusieurs boîtes comme ça au ministère. On a chacun nos mandats, mais bon, dans un dossier, notamment un dossier de révision, là, vous allez voir tout ce que ça implique. On essaie, autant que faire se peut, de briser un peu les silos et on travaille en étroite collaboration. Donc, voilà pour cette équipe qui vous accompagnera dans les prochaines années pour la révision du programme. On l'a mentionné, la rencontre est enregistrée, donc on va privilégier le clavardage pour vos interventions. On ne les prendra pas en cours de présentation, mais je vous l'ai dit, il y a donc une période de questions à la toute fin où on va remonter dans le clavardage pour pouvoir aller chercher là, les diverses questions qui vous auront préoccupé puis que vous aurez pris le temps de nous écrire. Donc, dans les outils de Zoom que vous devez connaître parce que plusieurs d'entre vous l'avez assurément testé au printemps avec vos élèves ou ne serait-ce que pour un apéro virtuel depuis le début du confinement. Donc, pour nous écrire, vous avez l'onglet « Converser ». Il y en a plusieurs qui l'ont déjà testé depuis le début de la rencontre. Vous pouvez converser avec tout le monde, ce qui serait, de mon point de vue, l'idéal pour que tout le monde puisse voir vos questions parce que vos questions sont certainement partagées par plusieurs des participants. Mais si vous souhaitez vous adresser plus spécifiquement à l'un ou l'autre des participants, vous pouvez le faire donc en sélectionnant la personne choisie. Vous pouvez modifier l'affichage de l'écran, dans le fond, pour vous-même, donc sans que ça change pour l'enregistrement. On vous a demandé également de vous renommer en cliquant sur les 3 petits points à aller sélectionner « Renommer » pour qu'on puisse voir vos noms et prénoms, s'il vous plaît. Ça n'apparaît pas à l'écran non plus. Et à la toute fin, donc dans la période de questions, vous serez invité à activer micro et caméra si vous le souhaitez. Vous ne serez pas obligé, mais si vous le souhaitez, donc ça sera agréable. Donc, vous avez vos onglets également dans votre barre d'outils. Donc, voilà, c'est pas mal les fonctions de Zoom qu'on va utiliser aujourd'hui. Dans le clavardage, si vous souhaitez nous écrire un commentaire, s'il vous plaît, débutez votre texte, votre message par un C majuscule. Si c'est plutôt une question, débutez votre message par un Q majuscule. Comme ça, en remontant dans le clavardage tout à l'heure, ça va être plus facile pour nous de voir s'il s'agit effectivement d'une question ou d'un commentaire. Donc, je pense que ça fait le tour pas mal des fonctions. Je vais passer la parole maintenant à Vincent pour les objectifs de la rencontre. Oui, merci. Alors, c'est maintenant le moment de mettre la table, de bien situer pourquoi on vous rencontre aujourd'hui, c'est quoi l'intention de cette rencontre-là. Le premier objectif pour aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir diffuser dans le réseau, là, on aime beaucoup ce mot-là, le réseau, mais en gros, dans toutes les écoles, sur le terrain, à tous les professionnels, on veut vraiment diffuser l'information la plus à jour dans les milieux scolaires. Depuis janvier dernier, puis on reviendra un peu plus tard, Marinelle vous parlera tout à l'heure de l'annonce des travaux, là, puis de comment tout ça a commencé, mais disons que depuis janvier dernier, on peut déjà dire qu'il s'est dit beaucoup de choses sur ECR, on s'est dit des choses dans les conversations de cadre de porte, dans les salles de profs, dans les salons du personnel, mais aussi dans les médias. Et tout plein de choses se sont dites. Et puis nous, aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir vraiment venir vous rencontrer puis vous donner l'information la plus exacte, la plus récente possible. C'est vraiment notre intention première aujourd'hui. Donc, vous comprenez que c'est une séance d'information et non pas de formation. Puis d'ailleurs, c'est pas la seule fois, surtout qu'on a envie de vous rencontrer. On aimerait pouvoir répéter l'exercice dans le futur. On espère pouvoir tenir une autre session au printemps 2021, ensuite une autre au moins au cours de l'année scolaire 2021-2022. En fait, tout au long des travaux jusqu'à l'approbation finale du programme révisé. En fait, comme on le voit, c'est que chaque fois qu'on aura le temps et les ressources, et surtout chaque fois qu'on aura quelque chose de nouveau à annoncer au réseau, on aimerait revenir devant vous, refaire des séances d'information comme celle-ci. Marina, elle l'a dit, là, on veut ouvrir le canal de communication. Donc ça, c'est vraiment notre première intention principale. Ensuite, on souhaite aussi prendre le temps de vous familiariser, de vous permettre d'être familiarisé avec le contexte de révision d'un programme.
comment ça se révise un programme, ça obéit à quel principe, de quelle manière est-ce que ça se passe. On voulait pouvoir vous en dire plus là-dessus aujourd'hui. On veut également vous donner des informations sur les étapes passées, puis aussi les étapes à venir dans le processus. Puis aussi vous donner des informations, Karine tout à l'heure pourra vous donner des informations sur les projets pilotes qui auront lieu dans les écoles aussi, dans même pas très longtemps. Donc, cette rencontre ne sera pas un moment pour réécrire le programme tous ensemble. Vous en conviendrez avec moi que ce serait un peu... ça ne virait pas à grand-chose quand même, à 30 personnes sur un clavier. C'est pas le but de la rencontre d'aujourd'hui. C'est ni la rencontre ne sera pas non plus un moment d'en apprendre plus sur les contenus du programme à venir. Vous comprendrez tout à l'heure, on n'en est pas là dans le processus. Par contre, la séance sera plutôt le moment, comme j'ai dit, de pouvoir parfaire votre compréhension de comment se révise un programme d'études. On va vraiment vous donner des informations importantes sur les étapes à venir, surtout celles dans lesquelles vous serez appelé à contribuer. Et il y en a, vous allez le voir. Et aussi, à la toute fin, une fois qu'on aura arrêté l'enregistrement, ça va être le moment pour nous de répondre à toutes vos questions que vous avez, puis vraiment toutes les questions, là, dans la mesure de tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, bien sûr. Donc ça, c'est la table qui est mise pour la rencontre d'aujourd'hui. Je vais passer la parole à Marie-Noël qui va vous parler un peu d'aujourd'hui, l'ECR, le 2 novembre, 2020. Comment est-ce que c'est vécu dans les classes, dans le contexte actuel? À toi, Marie-Noël. Oui, en effet, merci Vincent. Donc, avant d'aller plus loin dans le contexte de l'annonce des travaux, là, il y a certains rappels qu'on a jugé qu'il était nécessaire de faire parce que, dans le fond, on a été récemment informé qu'il y avait des interrogations quant à l'avenir du programme d'études éthique et culture religieuse, le programme actuel, là, qui subsistait au sein du réseau. C'est pas parce qu'on est complètement déconnecté là, du réseau là, qu'on dit qu'on vient d'être récemment informé. Là, c'est un récemment ministériel, là, donc ça fait quand même un petit bout qu'on l'a en tête, mais on s'est dit que c'était une belle occasion donc de vous de faire ces rappels-là aujourd'hui parce que dans le fond, on pense que c'est important, bref, de rappeler que malgré que les travaux, le processus de révision et de consultation sur le programme d'études éthique et culture religieuse a été lancé il y a maintenant, 10 mois, ben c'est quand même le programme éthique et culture religieuse actuel qui demeure la prescription ministérielle pour l'enseignement tant au primaire qu'au secondaire. Autrement dit, jusqu'à ce que le programme d'études révisé soit approuvé par le ministre et disponible dans le réseau, ben c'est le programme que vous avez entre les mains qui doit être enseigné. Donc, les prescriptions, en fait, c'est pas des prescriptions, mais le temps indicatif, par exemple, au régime pédagogique à l'égard du temps d'enseignement de l'ECR, ça demeure également les mêmes. Donc, ces précisions étant faites, on va rapidement vous parler du contexte de l'annonce des travaux. C'est un petit peu long avant qu'on arrive, là, mais là, à l'écran, là, ce que vous avez, là, c'est vraiment un extrait du régime pédagogique qui est encore en vigueur, les articles 22, 23, donc qui vous mentionne que l'ECR fait partie des matières obligatoires, pandémie ou pas. Oui, l'ECR, c'est une matière obligatoire. Et donc, vous avez là, pour le primaire, mais aussi pour les deux cycles du secondaire, le temps indicatif pour l'enseignement de cette matière-là. Oui, donc voilà. Il y a aussi un autre aspect sur lequel on voulait revenir avant d'aller plus loin dans le contexte des travaux qui nous occupent là, depuis janvier 2020. C'est cet extrait de la loi sur l'instruction publique qui nous rappelle que c'est le ministre qui établit les programmes d'études des matières obligatoires, donc on vient de dire, dont le CR fait partie, incluant donc les objectifs de ces 10 programmes d'études. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le ministre, c'est lui qui donne les grandes orientations et l'équipe, dans le fond, qui s'assure d'écrire ou de réviser le programme, ben, elle s'assure aussi, dans cette écriture, que le programme d'études à venir va répondre à ces orientations. Mais les orientations, elles se définissent pas sur du vide, elles se définissent à partir d'une vaste documentation, un processus de consultation. C'est là, dans le fond, qu'on va vous rappeler finalement ces étapes là, de consultation et de documentation. Mais d'entrée de jeu,
ce qu'on peut rappeler aussi, donc, c'est que le ministre Roberge s'est déjà prononcé sur le fait que les finalités du programme, donc la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun, ne sont pas remises en cause. Donc, le programme révisé devrait permettre encore de promouvoir un meilleur vivre ensemble et de favoriser la construction d'une véritable culture publique commune. Ce sont les mots du programme que je viens d'employer. Donc, les visées et les finalités du programme devraient demeurer les mêmes. Donc, on peut dire que le programme d'études à venir va s'inscrire, comme c'est le cas du programme actuel, dans le domaine du développement de la personne. Donc, si je récapitule tout ce que je viens de dire en très, très peu de temps, qu'est-ce qu'on enseigne en attendant que le programme révisé soit prêt et approuvé? On enseigne le programme éthique et culture religieuse tel qu'il est, avec tout ce qui est prescrit dans ce programme-là. De combien de temps on dispose pour enseigner ce programme-là? On est encore dans les dispositions du régime pédagogique avec les temps éducatifs qui y sont mentionnés. Est-ce que le champ 14, donc le champ ou le domaine finalement du développement de la personne, incluant l'éthique et culture religieuse, est-ce que ça va disparaître avec la révision? Non, assurément pas. Ça ne disparaîtra pas. Donc, voilà. Maintenant, le contexte de l'annonce des travaux, parce que c'est important de se rappeler dans quel contexte les travaux ont été annoncés, puis c'est quoi tout le portrait en arrière-plan là, qui nous a amenés à cette annonce-là pour comprendre un peu ce qui guide justement nos travaux de consultation depuis le début de l'année 2020. Donc, en 2008, le programme d'études ECR a été approuvé, a été implanté dans les écoles et dès le départ, c'est un programme qui a fait l'objet de contestations. Il y a eu des demandes de dérogation, il y a eu des poursuites judiciaires, il y a un ouvrage collectif qui a demandé son retrait, il y a régulièrement des chroniques dans les journaux pour dénoncer le programme ECR. On peut être d'accord ou pas avec ces critiques-là, là. On ne fera pas le débat aujourd'hui, c'est juste pour vous replacer, puis vous le savez, dans le fond, là, vous le vivez, mais vous replacez que tout ça, dans le fond, depuis 2008, ce programme fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Et donc, nécessairement, il attire l'attention des autorités politiques, puis on se demande, écoute, donc, qu'est-ce qui se passe avec ce programme-là? Ajouter à ça le fait que quand le gouvernement actuel a pris le pouvoir, il a rapidement affirmé sa volonté de travailler à réaffirmer le caractère laïque de l'État québécois. Et oui, ça va ensemble, puisque dans le contexte beaucoup plus large qu'un programme d'études, mais dans le contexte des travaux parlementaires qui ont mené à la sanction de la loi sur la laïcité de l'État en juin 2019, le gouvernement s'est engagé à revoir le programme d'études ECR. Mais là, on l'abolit ou on le révise, le programme, il semble que ce soit pas tout à fait clair. Il y a comme des messages contradictoires qui circulent et qui circulent depuis longtemps. Et on espère, en tout cas au moins aujourd'hui, pour les principaux intéressés, là, ceux qui l'enseignent, on espère au moins clarifier cet aspect-là. Donc, est-ce qu'il est question d'une abolition ou d'une révision en profondeur? Ramenons-nous à février 2019. Au Parlement, on travaille donc, on est dans les travaux sur justement la loi de la laïcité de l'État et il y a une motion qui est déposée qui demande au gouvernement d'abolir le cours éthique et culture religieuse. Et là, dans les échanges qui ont suivi le dépôt de cette motion-là, le ministre Roberge a proposé, lui, de remplacer dans l'intitulé de la motion le mot abolir par revoir en profondeur. Et là, évidemment, il a expliqué sa position. En parlant du programme, et là, je vais vous épargner les échanges, là, ils sont disponibles en ligne si jamais vous voulez les lire. C'est fascinant d'ailleurs de les lire, mais grosso modo, ce que le ministre Roberge disait en février 2019 dans ce contexte-là, c'est il y a des choses qui fonctionnent bien avec ce programme-là, puis il y a des choses peut-être à revoir également, mais de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est assurément pas une bonne solution. Donc, lui, il proposait qu'on parle plutôt d'une révision en profondeur et non pas d'une abolition. Donc, le message clair et unique que nous, on voudrait vous laisser aujourd'hui à ce propos-là, c'est le message, en fait, que nous, c'est l'esprit, en fait, dans lequel nous, on a abordé les travaux et on les aborde toujours, dans le fond, les travaux qui nous occupent. Et ce, peu importe les titres des journaux et les propos de chroniqueurs qui se sont, avouons-le, emparés
presque violemment du sujet depuis l'hiver 2020, mais nous, c'est vraiment une révision en profondeur qu'on a en tête. Là, pour la profondeur, on verra jusqu'à quelle profondeur on plongera. C'est pas nous qui allons déterminer jusqu'où on va aller là-dedans. C'est vous, en fait. Vous allez voir tout à l'heure dans le processus de consultation et de révision comment les décisions vont se prendre. Mais c'est important pour nous que ce soit clair aujourd'hui. Il est vraiment question d'une révision. Et ben, pour faire la révision, puis pour faire des choix, ben, il faut documenter. Il faut documenter, aller chercher des orientations claires, donc de la part du ministre, oui, mais aller chercher finalement le pouls du réseau. Et c'est ce qui nous a occupés finalement depuis janvier 2020. Je vais reprendre mon souffle, je vais laisser la parole à Laurence qui va vous parler justement de ce processus des consultations. Donc, merci Marie-Noëlle. Alors, on en arrive au processus de consultation. Donc, on vient de clarifier qu'il s'agit d'une révision en profondeur. Vous avez probablement beaucoup de questions à ce sujet, notamment comment va se faire cette révision, quels thèmes et compétences vont demeurer au programme ou être retirés, comment les choix de contenu seront-ils faits, comment est-ce qu'on consulte, comment on va chercher l'information. Donc, là, pour répondre à toutes ces questions, il faut gardez en tête là, que le processus de consultation, en fait, il a, en ce qui nous concerne, 3 phases. Nommons les choses comme ça. Donc, on a la première phase qui est la phase de consultation publique, la deuxième, les consultations particulières, et la troisième, celle du bilan du programme ECR actuel. Donc, on se rappelle là, que la révision du programme d'études a été annoncée par le lancement d'une consultation publique en ligne le 10 janvier 2020. Et en fait, il s'agissait d'aller questionner au sujet de 8 thèmes qui pourraient faire l'objet d'un ajout de contenu au programme d'études. Donc, il n'était pas question de prendre les 8 thèmes, de les intégrer en bloc et de mettre de côté le programme d'études actuel. Donc, on voulait consulter sur la possibilité d'intégrer ces thèmes et je vous rappelle les thèmes. Alors, on avait la participation citoyenne et démocratie, l'éducation juridique, l'éco-citoyenneté, l'éducation à la sexualité, le développement de soi et des relations interpersonnelles, l'éthique, la citoyenneté numérique et la culture des sociétés. Donc, la phase de consultation publique a débuté par la mise en ligne d'un questionnaire auquel plus de 28 000 personnes ont répondu. Bon là, cette opération n'est pas sans intérêt pour le ministère, malgré le fait qu'il convient de souligner qu'on est bien au courant des limites que cette consultation en ligne présente, notamment le fait qu'il était possible de répondre plus d'une fois au questionnaire et qu'il ne s'agissait pas nécessairement d'un échantillon représentatif de la population. Donc, ce qui m'amène à vous parler des consultations particulières. Alors, 3 formes de consultation particulières ont été mises en place. Donc, en plus de la consultation en ligne, il y avait une possibilité de déposer des mémoires. Donc, à ce jour, nous avons reçu 122 mémoires et 88 commentaires. Et il faut savoir qu'on n'a imposé aucun gabarit pour le dépôt de mémoire parce qu'on voulait vraiment laisser les gens s'exprimer en utilisant la structure qu'ils jugeaient appropriée. Donc, le nombre de pages, les moyens. Donc, il n'y avait aucun gabarit. Donc, les gens étaient vraiment libres de nous dire ce qu'ils pensaient, soit des thèmes, soit du programme actuel, soit des enjeux qui l'entourent. Parallèlement à cela, nous avons eu les forums des partenaires. Donc, c'est la deuxième forme de consultation particulière. Donc, il y a eu 2 forums de partenaires qui ont eu lieu le 14 février et le 21 février 2020, respectivement à Québec et à Montréal. Et c'était l'occasion de rencontrer des partenaires du réseau de l'éducation, de même que des représentants des organismes qui détiennent une expertise en lien avec une ou plusieurs des thématiques soumises à la consultation. Et donc, le but de l'exercice était de permettre aux partenaires et aux experts de s'exprimer sur les thèmes, mais plus largement, les participants ont saisi l'occasion pour se prononcer sur le processus de révision en tant que tel et sur le programme d'études ECR actuel.
Troisième forme de consultation particulière, il s'agissait de mettre en place les moyens pour faire une consultation autochtone. Et je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que dans le contexte actuel, cette consultation prend une importance toute particulière parce qu'elle s'inscrit dans la foulée des rapports des commissions des dernières années. Par exemple, la commission Vérité et Réconciliation, le rapport Vient qui concerne les relations entre les Autochtones et certains services publics, ainsi que l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinés. Donc, c'est incontournable là, pour nous de permettre à nos partenaires qui œuvrent dans les milieux autochtones d'avoir une voix là, au chapitre de la révision du programme d'éthique. Donc, cette journée de consultation, elle devait se tenir en mars dernier, mais pandémie oblige, on a dû repousser cette consultation et elle a finalement eu lieu virtuellement le 30 septembre 2020 avec tout ce que ça implique de mise en place de moyens, de connexion Internet, de ponts téléphoniques pour pouvoir rejoindre un maximum de communautés et d'individus issus des communautés autochtones. Donc, la compilation des informations qu'on a recueillies lors de la consultation en ligne, dans la lecture des mémoires, dans les forums des partenaires ainsi qu'avec la consultation autochtone, va nous permettre de faire des choix en ce qui concerne le contenu, les thèmes, les compétences. Toutefois, vous devez comprendre qu'on n'a pas encore de choix qui est fait. Alors, on ne peut pas vous répondre à la question selon laquelle qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui s'en va du programme, quels sont les thèmes qui sont retenus, simplement parce qu'on n'a pas terminé ce processus de consultation. Et ce processus de consultation, il va se terminer avec l'élaboration du bilan, en fait, le bilan sur le programme d'études actuel. Je vais donc passer la parole à Vincent qui va nous en dire plus sur le bilan. Ah oui, on pourrait même pas commencer à faire des choix de contenu et d'orientation pour le programme sans avoir vraiment consulté les profs, les CP, les élèves, les gens du milieu. C'est super important. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler maintenant. Il a été demandé vraiment à de nombreuses reprises, même pendant les forums des partenaires et à d'autres moments, qu'un bilan du programme de CR actuel soit fait. Il y a deux objectifs. Il est commencé, ce bilan-là, puis il y a deux objectifs. En premier, ça va être donc, bien sûr, de documenter comment le programme de CR est vécu dans les classes actuellement. On veut vraiment documenter sa mise en œuvre. Ce bilan-là va servir à appuyer les choix futurs de l'équipe. Et vous verrez en passant que c'est pas juste nos choix. En fait, c'est pas tant question de nos choix personnels. Dans la rédaction, dans la révision de ce programme-là, vous allez voir que beaucoup de personnes entrent en ligne de compte, entrent en jeu là-dedans. Et c'est pas du tout ce que Karine, Laurence, Marie-Noël ou Vincent pensent de CR qui compte. Au contraire, vous allez le voir plus tard. Mais surtout, donc, on fait ce bilan-là pour appuyer des choix futurs. On veut notamment pouvoir tenir compte des forces reconnues de ce programme. Marie-Noël l'a dit plus tôt, il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain. Encore faut-il savoir quelles sont les forces actuelles reconnues par les gens du terrain. Donc, on va documenter ça. Donc, ça va être l'occasion de donner la voix aux enseignants, aux CP et aux élèves aussi. On y tient vraiment. On veut vraiment tenir compte de l'expérience de toutes ces personnes-là. Ce bilan-là, cette étude-là, en fait, qu'on est en train de faire, c'est en grande partie ce qui va occuper toute notre équipe pour le reste de l'automne, et ce, jusque probablement au matin de Noël. Et sachez juste que des enseignants, conseillères pédagogiques qui vont être très, très bientôt sollicités pour participer à cet exercice hyper important. Je vais passer la parole à Marie-Noël qui va pouvoir vous parler cette fois-ci un peu plus des principes qui vont encadrer le travail de révision, que vous sachiez un peu là, à quoi ça obéit tout ça. Marie-Noël, à toi. Oui, merci Vincent et Laurence pour ce portrait des consultations. Très important. Donc, vous voyez ce qui nous a occupé depuis janvier. Maintenant, donc, oui, depuis janvier, le processus de révision, on dit qu'il est lancé, mais en fait, il n'est pas vraiment commencé parce que c'est plutôt la nécessaire documentation, oui, sur les thèmes pressentis, mais aussi, donc, le bilan du programme actuel qui, elle, donc, c'est cette documentation-là, donc, qui est bien avancée. Donc, on va y arriver bientôt quand même à la fameuse révision, le processus en tant que tel. On va vous le présenter en toute transparence aujourd'hui. Vous allez voir là, tout ce que ça implique. Mais je veux d'abord vous mentionner quelques
appelons-les des caractéristiques d'un programme d'études que nous avons, nous, l'équipe de révision, là, bien en tête depuis le début des consultations et qu'on va aussi garder à l'esprit tout au long des travaux parce que, dans le fond, c'est ce qui nous guide dans ce qu'on va faire, puis de vous les présenter. Je vais y aller rapidement, là, je vous rassure, là, mais de vous les présenter, mais ça vous permet d'avoir justement en tête c'est quoi un programme d'études, puis c'est quoi ses limites, parce qu'un programme d'études, ben on peut pas tout faire ce qu'on veut, puis écrire tout ce qu'on veut dans un programme d'études. Alors d'abord, il y a 5 choses. D'abord, un programme d'études, ça s'inscrit dans le temps. Donc, il y a un nouveau programme, ben, en fait, c'est pas un nouveau, là, mais le programme est révisé à l'heure actuelle parce qu'il semble que certains aspects du programme répondent plus ou moins bien aux attentes actuelles qui sont logées à son endroit. Donc, c'est la religion ou en tout cas plus précisément la culture religieuse à l'école qui attire les regards de plusieurs acteurs hors de l'école et dans l'école et ce faisant nécessairement un programme éthique et culture religieuse est plus sujet à de fréquentes remises en question que d'autres programmes d'études. On n'en nommera pas, mais vous en avez certainement des exemples en tête. Les choix qui ont été faits en 2008 dans ce programme-là, mais ils ont été faits parce qu'ils s'inscrivaient dans la lignée, dans l'histoire scolaire des programmes. Là, éthique et culture religieuse, c'était nouveau, mais ils s'inscrivaient dans une suite logique. Et les choix qui vont être faits aujourd'hui, ou enfin demain, là, en 2021, bien, ça ne sera pas les mêmes choix qui seront faits dans disons, 15 ans. On va repousser le plus loin possible à la prochaine révision de ce programme-là. Mais si on fait des bons choix, peut-être que oui, on va pouvoir attendre 15 ans. On n'aurait pas donc les mêmes appréhensions, les mêmes conditions si le programme actuel n'avait pas existé. Donc, il faut comprendre que le programme révisé va s'inscrire dans une espèce de continuité, nécessairement parce qu'on parle d'une révision, on ne parle pas de la page blanche. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas question d'un nouveau programme, c'est un programme révisé. Mais même si on partait de la page blanche, le programme d'études s'inscrit dans la continuité des programmes qui l'ont précédé. Mais attention, parce qu'il s'inscrit dans le temps, ça ne veut pas dire que le programme d'études doit succomber aux effets de mode passagère. Donc, c'est important pour nous d'avoir tout ça aussi en tête. Et là, je ne dis pas que les thèmes qui ont été soumis à la consultation ou ce qu'on entend actuellement dans les nouvelles, dans l'actualité, ce sont des effets de mode passagère. Loin de moi, cette idée, mais il reste qu'il faut départager tout ça. Donc, ça fait partie des principes desquels il faut tenir compte. Un programme d'études, bien, ça s'inscrit aussi dans un système. Donc, on sait aujourd'hui, en 2020, bientôt 2021, que le programme de formation de l'École québécoise n'est pas massivement remis en question. Les critiques donc qu'on a entendues pour ce qui nous concerne demandent plutôt qu'on repense la place de la religion à l'école. Mais donc, le programme d'études révisé va s'inscrire dans le programme de formation de l'École québécoise avec ce que ça implique, notamment l'approche par compétences. Donc, on ne va pas réviser un programme pour l'inscrire en porte-à-faux avec le projet d'ensemble qui s'appelle le PFEQ. Donc, voilà pour le système. Mais c'est très important parce qu'il y a une cohérence à garder quand on va faire les choix. Un programme d'études s'inscrit dans des courants de pensée. Donc, étant une construction sociale et démocratique, d'un point de vue didactique et pédagogique, un programme ne peut pas être totalement neutre. Donc, l'expérience de l'implantation des programmes du renouveau pédagogique nous a appris beaucoup, beaucoup de choses. On en sait davantage et mieux aujourd'hui qu'au moment de la mise en œuvre du programme actuel. Puis les courants de pensée, notamment en ce qui a trait aux compétences et à la place des connaissances, ont changé beaucoup depuis l'implantation des premiers programmes du renouveau en 2000, mais aussi depuis l'implantation du programme éthique et culture religieuse. Donc, vous le savez, il y a eu des documents complémentaires qui ont été produits, des documents complémentaires au programme d'études. Donc, les courants de pensée, ils évoluent, puis il faut en tenir compte dans les choix qui vont être faits. Un programme d'études, c'est une transposition des pratiques sociales de référence. Donc, c'est impossible de repenser l'éthique, la culture religieuse et même la pratique du dialogue à l'école sans tenir compte des sciences auxquelles elles se rapportent. Donc, l'avis des experts est très important. Sans tenir compte également des expériences qui sont vécues en classe. Le bilan, l'expérience des élèves, des enseignants, c'est très important pour nous de le documenter.
Mais donc, des expériences, oui, qui sont vécues en classe, mais aussi des expériences qui sont vécues hors de la classe. L'élève, là, je dis l'élève, mais l'enseignant aussi, dans le fond, ils évoluent pas dans une bulle fermée, là, sans jeu de mots au contexte actuel, qui s'appelle l'école. Ils évoluent en société aussi, puis il faut tenir compte de ces expériences-là. Et aussi, il faut tenir compte, évidemment, des résultats de la recherche en didactique notamment. Je m'excuse, j'essaie de parler vite et ça me sied pas très bien. Donc, oui, donc des résultats de la recherche en didactique, qui est un domaine qui évolue quand même assez rapidement. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Il me reste un élément sur lequel attirer votre attention. Bien, un programme d'études, il est conçu en fonction de destinataires multiples. Là, évidemment, notre premier destinataire, c'est l'enseignant. Le programme d'études, c'est son outil principal. Il se l'approprie, il s'en fait une interprétation, il s'en donne une compréhension. Je n'irai pas jusqu'à dire que le programme d'études, c'est la lecture de chevet de tous les enseignants chaque soir, mais il reste que c'est votre principal outil. Mais par contre, c'est aussi un programme, puis là, c'est vrai pour éthique et culture religieuse, c'est vrai pour tous les programmes, ce sont aussi des programmes d'État. Donc, il y a plusieurs plusieurs organismes, plusieurs personnes qui souhaitent être entendus et qui souhaitent aussi se reconnaître dans le programme. Donc, écrire un programme, c'est parfois un exercice de compromis, c'est souvent une recherche de consensus, mais c'est toujours et chaque fois visé à préserver la cohérence interne du programme lui-même, mais aussi de l'ensemble, donc du PFEQ. Je vous le disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans un système. Donc, si on fait là un petit retour sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, bien, il y a vraiment plusieurs commentaires sur le programme qui ont été émis depuis son approbation et son implantation en 2008. Ces commentaires-là, mais aussi tous les écrits là, qui sont tombés sous nos yeux, là, puis tout ce qui a été écrit, là, oui, depuis 2008, ben ça fait partie, puis ça nourrit nos réflexions autour des choix à faire. Mais il y a aussi tout ce qu'on a entendu, puis ce qu'on a lu dans la consultation publique, dans les mémoires, dans les forums, donc les exercices de consultation depuis l'annonce de la révision dont Laurence vous a parlé tout à l'heure, mais aussi tout le bilan là, qui va nous occuper dans les prochaines semaines et auquel vous allez être conviés là, à participer en grand nombre. Bien, ça aussi, là, ça va nourrir les choix à faire. Cela étant dit, là, nous, avec toute cette information-là qui va nous arriver, qu'on a déjà, mais qui continue d'arriver, ben nous, on va émettre, dans le fond, un rapport de consultation qui va être déposé au ministre. On se rappelle, hein, dans la loi sur l'instruction publique, c'est le ministre qui établit les programmes d'études. Donc, on va déposer un rapport au ministre afin de lui demander de nous donner les grandes orientations. Puis quand on va obtenir ces orientations-là, ben on va se mettre à la planche à dessin, là, sur le métier, dans le fond, puis on va procéder à la révision du programme d'études. Puis encore, Vincent le disait tout à l'heure, les choix qui vont être faits pour le programme d'études à venir, c'est pas Marie-Noël, Vincent, Karine, Laurence qui vont les faire. On va les faire avec tout en s'inscrivant dans un vaste processus de révision dans lequel vous allez être appelé à participer, puis on espère que vous allez répondre présent. Donc, je vais passer justement la parole à Vincent qui va vous le présenter, ce processus de révision. Oui, tout à fait. Tu peux reprendre ton souffle pour une deuxième fois. Oui, en fait, c'est maintenant le moment de pouvoir répondre à une question que plusieurs probablement se posent et avec raison. Qui va le réviser, ce programme-là, que vous et que moi et que nous enseignons aussi il n'y a pas longtemps? Là? Qui va réviser ce fameux programme? Donc, pendant les prochaines diapositives, je vais vous présenter le schéma, un schéma qui sert à présenter toutes les équipes qui vont collaborer tout au long du processus de révision. Et là encore, on va pouvoir déboulonner un autre mythe. On va continuer à déboulonner le mythe du fonctionnaire qui travaille dans sa tour d'ivoire. Parce que comme vous allez voir, il n'y en a pas de tour d'ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui vont mettre qui vont porter un regard sur ce qu'on va écrire, sur ce qui va être écrit et qui vont remettre l'équipe ministérielle à leurs devoirs, les renvoyer à leurs devoirs sans arrêt. Et c'est le but, c'est ce qu'on souhaite. On est là pour ça. Donc vraiment, j'ai vu une tour à bureau, mais pas de tour d'ivoire depuis que je suis arrivé au ministère, croyez-moi. Donc, allons-y maintenant. Là.
au milieu, au début du schéma, vous voyez donc l'équipe de révision, Marie-Noël, donc dans la DFGG, là, Marie-Noël, Karine Laurence et moi-même. Et on voit aussi en dessous DEA pour la direction de l'évaluation des apprentissages. On a aussi une répondante de l'évaluation des apprentissages qui va travailler avec nous, qui travaille avec nous dès le début. Parce que oui, il faut aussi se pencher sur la question de l'évaluation de ce programme-là. Ça, c'est le noyau de l'équipe. Et avant de passer à la suite, rappelons encore une fois que le récit dans le domaine du développement de la personne est avec nous, est avec l'équipe à toutes les étapes du processus. Ils vont être très présents. Avant de continuer, je vais vous présenter différentes pastilles autour, vont s'ajouter différentes pastilles de comités divers là, qui vont collaborer avec nous. Je ne vais pas vous les présenter dans un ordre chronologique. Okay? Tous ces comités-là, on va y faire appel à différents moments, plusieurs fois chacun, pas tous à la même fréquence, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble de tous ceux qui vont être impliqués dans le processus. Alors, allons-y. Premier comité qui va venir se pencher sur les travaux de l'équipe, ce sera un comité de validation. Alors, dans celui-là, on va retrouver des professeurs en formation initiale, donc au BPEP et au BES Profil ECR. Ces professeurs-là vont être délégués par les universités. Le monde universitaire va également déléguer des didacticiens qui vont faire partie de ce comité de validation-là. On va aussi retrouver sur ce comité-là des représentants d'associations professionnelles comme la QECR et la KEP qui ont aussi plusieurs choses à apporter. Ajoutons à ceci un comité de consultation. Celui-là, il vous concerne en particulier parce qu'il va être constitué d'enseignants et de conseillers pédagogiques délégués par les centres de services scolaires. Et en plus aussi, Marie-Noël en a parlé un peu tout à l'heure, il y a aussi d'autres directions du ministère qui sont intéressées par les travaux de révision, dont celle qui s'occupe de l'enseignement privé, du réseau anglophone, des relations avec les Premières Nations, la nation inuit. Ces autres directions-là aussi vont pouvoir déléguer des enseignants et conseillers pédagogiques pour faire partie de ce comité de consultation qui va être très important. Et on en ajoute un autre encore, une autre pastille de goût, si vous me permettez, un comité de validation scientifique. Celui-là va être constitué, vous vous en doutez peut-être un peu, d'experts, professionnels, d'universitaires de tout horizon. Leur contribution va être sollicitée par la DFGJ, par nous, selon leur expertise au regard des thèmes choisis. Et on va avoir besoin vraiment de cette validation scientifique-là en cours de route, évidemment. Il faut être rigoureux. Ajoutons à ça les partenaires du réseau de l'éducation. Marie-Noël l'a dit tout à l'heure, ce programme-là, il s'adresse avant tout aux enseignants et bien sûr aux élèves, là. Mais ce sera l'outil des enseignants. Vous êtes notre premier destinataire. Nos premiers destinataires. Cela dit, il y a encore des partenaires du réseau, des organismes qui veulent être consultés. C'est tout à fait normal dans le processus et qui ont leur voix à porter aussi. Plusieurs organismes, par exemple, les fédérations de comités de parents, fédérations des établissements d'enseignement privés, les syndicats. Il est d'usage aussi de pouvoir collaborer avec tous ces organismes-là. Donc, eux aussi sont dans la boucle du travail. Et on en ajoute une autre encore. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce qu'on fait. Opération de validation ciblée, ça, c'est parce qu'on essaie de prévoir l'imprévisible. Tout au long des années de travail, il va y avoir assurément en cours de route des questions qui vont poindre, des dossiers chauds, des imprévus. Il va falloir pour nous, l'équipe, qu'on soit réactif et à l'écoute. Il va falloir qu'à certains moments, lorsque l'occasion va le demander, il va falloir qu'on interpelle de façon ad hoc des experts, des acteurs sociaux qui auront émis des avis importants sur le CR. On sait qu'il y a comme des angles morts qui s'en viennent et puis ce sera à nous d'être, donc, comme je l'ai dit, le réactif et à l'écoute tout en n'oubliant pas qu'il faut aussi que ce programme-là s'inscrive dans la durée et qu'on ne saurait juste tenir compte des gros événements de l'actualité pour l'écrire. Donc, voilà. Mais ces opérations de validation ciblées-là sont là pour qu'on se prépare mentalement à l'idée qu'il y aura des imprévus et on va y faire face. Et aussi, j'en ajoute une dernière, vous voyez qu'il reste un trou, on vient de le combler avec les projets pilotes. Super important, vous allez être mis à contribution. Je vais laisser Karine pouvoir vous donner plus de détails, déjà donner un avant-goût de à quoi ça va pouvoir ressembler tout ça. Karine, à toi. Merci Vincent pour tous ces éclaircissements. Alors, pour tous ceux et celles qui souhaiteront participer au projet pilote, je tiens à préciser que ce sera une aventure
ça va prendre du jus de bras, comme on dit, là. Donc, c'est quelque chose qui sera exigeant, mais tellement stimulant et gratifiant. Maintenant, le but aujourd'hui, vous comprenez qu'on est encore en train de réfléchir à toute la structure. Évidemment, ECR a des contraintes particulières à la discipline en soi. On est dans un contexte de pandémie. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'il faut réfléchir encore. Aujourd'hui, le but des informations que je vous donne, c'est vraiment de commencer à semer une graine dans votre terre, de que vous commencez à réfléchir. Puis dès que nous aurons terminé notre réflexion, bien évidemment, on vous envoiera tous les détails, toutes les informations pour à ce moment-là nous dire si vous êtes intéressé ou pas à faire partie de l'aventure des projets pilotes. Maintenant, une question peut-être que vous posez, c'est combien d'écoles on souhaite avoir? On n'a pas encore de réponse à cette question-là. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'on veut évidemment avoir un équilibre entre avoir un échantillon qui soit de qualité, qui soit suffisamment un nombre d'écoles, de personnes suffisamment nombreuses, pardon, et de l'autre côté, notre capacité à soutenir ces gens-là, notre capacité à accompagner ces gens-là. Donc, voilà. Sinon, comment on va faire la sélection des écoles pilotes? Donc, afin d'avoir un échantillon de qualité, on peut avoir des écoles autant dans le privé que dans le public, de tailles différentes, de toutes les régions du Québec, du réseau anglophone, francophone, sans oublier la perspective autochtone, en milieu favorisé, défavorisé, rural, urbain, primaire, secondaire. Donc, pour vraiment avoir un portrait, là, un bon portrait là, du Québec, hein, finalement. Maintenant, c'est quoi les implications pour les membres de la direction? Ben, c'est qu'ils s'engagent à libérer le personnel pour l'ensemble des journées de formation, d'accompagnement, de suivi. Évidemment, ce sera aux frais de la DFJJ, donc de la Direction de la formation générale des jeunes. Ensuite, ça implique aussi d'avoir le soutien d'un conseiller pédagogique. Pourquoi? Ben, je l'ai dit, ce sera quand même exigeant comme aventure. Puis, ben, c'est sûr qu'on est là, on sera là, l'équipe de révision, pour vous accompagner, mais pour s'assurer que tout le monde a un accompagnement adéquat, ben, évidemment, d'avoir un conseiller pédagogique ou une conseillère pédagogique, c'est un atout. Maintenant, il s'engage aussi à ce que les élèves du projet pilote puissent, au besoin, rejoindre un autre groupe s'ils en font la demande. Alors, je m'explique. Évidemment, il y a peut-être certains parents ou certains élèves qui ne souhaiteront pas faire partie du projet pilote. Alors, il faut qu'ils aient la possibilité de joindre un groupe dans lequel on continue à enseigner le programme actuel, le CR. C'est un droit qu'ils ont, là. Maintenant, pour ce qui est des enseignants, c'est d'accepter d'être accompagnés par l'équipe ministérielle tout au long du processus qui s'étale sur 2 années, hein, en fait. Donc, cette année, nous allons vous accompagner dans votre appropriation du programme provisoire et que vous enseignerez l'an prochain. Donc, c'est vraiment un processus sur 2 ans. Maintenant, il faut aussi pour les enseignants qui s'engagent à déposer quelques productions d'élèves qu'on appelle les copies types, qui va nous permettre de voir l'évolution de la compétence et l'acquisition des connaissances. Maintenant, c'est quoi les conditions d'admissibilité des enseignants? C'est d'être enseignant en ECR présentement ou de l'avoir enseigné 2 années consécutives au cours des 5 dernières années. Pourquoi ça? Ce critère-là, ben, pour s'assurer que la mise en œuvre est actuelle, donc de l'actualité de la mise en œuvre. On ne voudrait pas quelqu'un qui aurait enseigné ECR de 2008 à 2010 qui ne l'a pas enseigné depuis. Vous comprenez qu'un programme d'études, ça évolue dans le temps. Donc, pour s'assurer d'une mise en œuvre actuelle. Maintenant, on veut un enseignant permanent. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, ben, c'est sur 2 ans minimum, un projet pilote. Donc, il faut s'assurer d'avoir des gens qui seront dans la même école, au même niveau, par exemple, primaire, secondaire. Donc, voilà. Sinon, il faut être formant d'enseignement au primaire, formant en ECR idéalement au secondaire. Il faut aussi avoir un minimum de 3 groupes du même niveau au secondaire, parce qu'on le sait, là, la première fois qu'on donne un cours, c'est pas notre meilleur cours habituellement. On va s'améliorer, on va se servir de ce qu'on a fait au premier cours pour aller tester des nouvelles choses au deuxième cours. Puis normalement, le troisième cours va venir vraiment valider est-ce que ce que j'ai changé, ça fonctionne ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on veut 3 groupes, pardon, du même niveau au secondaire. Il faut aussi s'engager à participer aux rencontres de formation, de suivi, d'accompagnement. Il faut aussi prendre l'engagement d'appliquer intégralement le programme provisoire. Et là, des programmes provisoires, il y en aura,
il y aura plusieurs versions du programme provisoire. Maintenant, je vous rassure tout de suite qu'on ne va pas changer le programme à chaque fois, là. C'est-à-dire que vous, on va vous accompagner dans votre appropriation d'un programme provisoire. C'est ce programme provisoire que vous enseignerez l'an prochain. Maintenant, plusieurs personnes se demandent comment on va faire en contexte de pandémie. Est-ce que le programme provisoire pourrait être enseigné en enseignement en ligne ou en enseignement en hybride? Je voudrais vous dire que, comme pour le programme actuel de CR, ben, le programme d'études, ça vous dit quoi enseigner, ça vous dit pas comment le mettre en œuvre dans vos classes, ça vous dit pas comment l'enseigner, ça vous dit quoi enseigner. Donc, autant que le programme ECR actuel, on peut l'enseigner en présentiel, en hybride ou en ligne, ce sera la même chose pour le programme provisoire. Maintenant, est-ce que toute l'école est obligée de participer? Si j'ai un enseignant d'une école qui veut participer, non. C'est pas obligé que ce soit toute l'école. Donc, si vous enseignez au primaire, c'est pas obligé que ce soit toutes les années, tous vos collègues qui embarquent dans l'aventure, là. Mais c'est sûr que si on a des écoles où il y a plusieurs enseignants qui souhaitent faire partie du projet pilote, ben, tant mieux. C'est sûr que c'est plus facilitant, mais c'est pas une condition d'admissibilité là, pour nous. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Juste rappeler que quand on aura vraiment canné la structure des écoles pilotes, à ce moment-là, on vous envoie les informations. On veut le faire le plus rapidement possible. Puis vous pourrez à ce moment-là nous dire si vous voulez vous impliquer ou pas là, dans les projets pilotes. Voilà. Et ça nous amène au dernier point de la rencontre aujourd'hui. Déjà, on a essayé de faire ça le plus court possible, puis en même temps, vous voyez, on avait énormément de choses à vous dire parce qu'il y avait aussi énormément de questions à propos de ce programme-là et de cette révision-là. On est maintenant rendu au moment de l'échéancier. Donc, c'est pour quand ce fameux programme révisé? On va répondre à la question maintenant. Alors, voici l'échéancier prévu. Dans l'année scolaire actuelle, 2020-2021, on vous l'a déjà dit, on est dans le bilan actuellement. Donc, l'étude sur la mise en œuvre du programme dans les classes, on est là-dedans en ce moment. Ensuite, tout au long de l'année 2020-2021, on va mettre en place les comités, on va organiser les projets pilotes, comme vient de dire Karine, puis bien sûr, on va commencer la révision en elle-même du programme au cours de l'année. Ça nous emmène en 2021-2022. En dessous, on commence la mise à l'essai avec les projets pilotes. Cette mise à l'essai-là va durer donc 2 ans. Et il faut savoir que tout au long des projets pilotes, ça donne l'occasion à l'équipe ministérielle de recueillir tous les commentaires qui émanent du terrain, tout, et de nous renvoyer constamment à la table de travail pour apporter toutes les améliorations nécessaires, faire tous les correctifs. Donc, vraiment, tout au long des projets pilotes, l'écriture du travail continue, le programme se peaufine pendant ces 2 années-là. Au cours de 2022-2023, vous voyez aussi déjà, on va commencer à entamer la formation du personnel enseignant pour arriver, et ça c'est dans pas très longtemps, mais quand même, en 2023-2024. Puis Marie-Noëlle, je te laisse la boucle là-dessus. Oui, merci. En effet, donc 23-24, c'est demain matin. C'est la mise en œuvre du programme d'études, donc dans ce qui est prévu actuellement à l'échéancier. Le programme aura bénéficié de tout le processus de révision avec tous les comités, les commentaires qu'on aura entendus. Évidemment, les projets pilotes qui nourrissent énormément parce que c'est l'épreuve de la classe, en fait, pour le programme d'études. Donc, ça nous nourrit énormément. Et donc, on espère pouvoir avoir un programme approuvé au printemps 2023, au plus tard à l'été 2023. Et donc, ça voudrait dire qu'à partir de 23-24, le programme étant approuvé, ben, il vient remplacer le programme d'études actuel. Donc, ça veut dire que dans l'ensemble des classes primaires et secondaires, ça serait le programme révisé qui serait mis en œuvre. Donc, Vincent l'a dit, l'année d'avant, il y a la formation du personnel enseignant qui va se faire par notre équipe. Et en 23-24, donc la première année d'implantation du programme, évidemment, on sera là pour accompagner le réseau. Je vous l'ai dit en introduction, hein, c'est un des mandats principaux c'est le mandat principal, en fait, de la direction de la formation générale des jeunes parce qu'on n'est pas toujours en train de réviser ou d'écrire un programme. Donc, on est largement occupé davantage par l'accompagnement du réseau. Et nécessairement, quand il y a un nouveau programme qui est approuvé puis qui est mis en œuvre, ben, on est encore plus présent. On espère avoir donc les ressources et le temps et on espère que vous serez au rendez-vous aussi pour qu'on puisse vous accompagner au cours de cette année 23-24. Mais dans les autres années aussi, là, on a arrêté l'échéancier, mais normalement, on l'a arrêté à 24, mais
dans les faits, on sera là tant que les gens auront besoin. Puis on sait que les gens ont toujours besoin finalement de formation continue. C'est essentiel. Donc, voilà, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Dans l'échéancier qu'on vient de vous présenter, évidemment, là, ce sont les étapes qui mobiliseront davantage dans les prochaines années les enseignants et les conseillers pédagogiques, mais vous avez vu dans le processus de révision qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi pour nous à faire. On est 4 avec tous nos collaborateurs, mais on va faire évidemment, vous comprenez qu'on a besoin de vous finalement pour réussir cette aventure. Pour ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent en différé, on va se saluer, on va vous dire merci d'avoir été à l'écoute jusque-là. Je vous invite, dans le fond, je vous ai dit qu'on voulait ouvrir le canal de communication avec vous. Ben voilà, vous avez un code QR avec une adresse raccourcie pour vous inscrire sur la liste de diffusion de l'équipe. Donc, c'est par là souvent, on a les canaux officiels, mais nous, on préconise davantage d'utiliser notre liste de diffusion parce que c'est plus direct. C'est un courriel qui s'en va directement dans votre boîte courriel. Vous le lisez quand vous voulez, quand vous êtes prêt, quand vous êtes disposé et concentré pour ce faire. Donc, on sait que vous en recevez beaucoup, mais soyez sans crainte, on ne vous inonde pas de courriel, mais seulement, c'est par là souvent qu'on donne l'information à tout le monde. Donc, la liste de diffusion, ça, c'est un moyen pour nous de vous rejoindre, mais il y a également un moyen pour vous de nous rejoindre et c'est en nous écrivant à cette adresse que vous voyez à l'écran, donc FGJ _ECR en commercialeducation.gouv.qc.ca. C'est une adresse générique, c'est assez impersonnel, mais sachez que derrière cette adresse, il y a Karine, Laurence, Vincent et moi. Donc, c'est nous qui recevons vos courriels, puis on vous répond, puis généralement assez rapidement. Pourquoi une adresse générique? Ben, c'est parce que dans le fond, dans 10 ans, peut-être que Karine, Laurence, Vincent et moi, on sera plus en poste à cet endroit-là, mais il y aura quelqu'un au bout de cette adresse-là pour répondre encore à vos questions parce que vous allez être encore en train de l'enseigner, ce programme d'éthique et culture religieuse. Donc, voilà. Et puis d'ailleurs, moi, mon adresse courriel est longue de même, donc vous ne voulez pas avoir à la taper dans votre boîte courriel, je vous le garantis. Donc voilà, je vais terminer maintenant l'enregistrement. Merci encore à ceux qui nous écoutent en différé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous écrire vos questions. Pour les gens qui sont en ligne, en direct avec nous, restez là. Il nous reste encore du temps amplement pour répondre à vos questions.